Pour les personnes qui n'auraient pas encore vu les premiers épisodes, donc les trois premiers chapitres de Angela Davis, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Voilà. Et du coup, ben, vous retrouverez cet épisode sur YouTube ce soir ou demain. Donc voilà. Donc voilà. Et encore merci à Théa pour le super marque-page. Qu'importe si les politiciens continuent à débattre de cette question pendant 5 ou 10 ans. La supériorité politique de l'homme noir sur l'américaine blanche et instruite reste évidente. Ces 30 dernières années, les délégués de la nation ont tout mis en œuvre pour obtenir la liberté de l'homme noir. Tant qu'il était au bas de l'échelle, nous voulons bien soutenir ces revendications. Mais maintenant que les portes du ciel s'ouvrent lentement sur ces droits civiques, nous devons sérieusement nous demander s'il nous faut nous effacer devant Sambo à l'entrée du paradis. La première loi de la nature étant l'instinct de conservation, ne serait-il pas plus sage de garder nos lampes allumées? Et lorsque s'ouvriront les portes de la Constitution, ne devrions-nous pas compter sur le bras solide et sur la tunique bleue du soldat noir pour entrer à ses côtés, et ouvrir une brèche si large qu'aucune classe privilégiée ne pourra jamais la refermer contre le plus humble citoyen de la République. Salut, c'est moi Doom. Tu vas bien? Voici venue l'heure du nègre. Sommes-nous certaines qu'une fois retranché derrière ses droits inaliénables, il ne retournera pas sa force contre nous? N'avons-nous pas entendu les citoyens noirs dire qu'il n'était pas forcément prudent d'étendre le droit de vote aux femmes? Pourquoi l'Africain devrait-il se montrer plus juste et plus généreux que son semblable saxon? Si les 2 millions de femmes noires du Sud ne doivent pas bénéficier des droits de citoyenneté, de propriété, des droits liés au salaire et aux enfants, leur émancipation n'est qu'une autre forme d'esclavage. En effet, il vaut mieux être l'esclave d'un blanc instruit que celle d'un noir avili et inculte. Ben ça va bien, moi, ça va bien. Comme je disais, donc les 2 premiers épisodes sont disponibles sur YouTube. Voilà. Et voilà, du coup, là, on vient à peine de commencer le chapitre. Le racisme dans le mouvement pour le vote des femmes. Donc voilà. Et coucou Alex. Alors, cette lettre à l'éditeur du New York Standard, datée du 26 décembre 1865, n'a d'autre autrice qu'Elizabeth Cady Stanton. Cette position indiscutablement raciste révèle qu'elle avait mal assimilé le rapport entre la lutte de libération du peuple noir et celle des femmes. Elle était apparemment déterminée à s'opposer à toute émancipation du peuple noir, de Sambo, si les femmes blanches ne pouvaient en profiter immédiatement. Le raisonnement opportuniste et malheureusement raciste de la lettre d'Elizabeth Cady Stanton au Standard soulève des questions graves à propos du projet d'alliance entre les femmes et les noirs. Cette idée fut soulevée au cours du premier meeting pour les droits des femmes après la guerre de sécession. En mai 1966, à New York, les délégués de la Convention pour les droits des femmes décidèrent de créer une association pour l'égalité des droits, qui mènerait une seule campagne pour le vote des Noirs et celui des femmes. Beaucoup de délégués comprenaient certainement qu'il était urgent d'unir ces causes pour le bénéfice des deux groupes. Susan Anthony insista par exemple sur la nécessité d'élargir notre projet relatif aux droits des femmes et d'appliquer à la lettre le programme originel, un plan d'application des droits. Pourtant, on ne peut manquer de constater l'influence du racisme dans les débats de la Convention. Au cours de l'une de ses grandes allocutions, le célèbre abolitionniste Henry Ward Beecher prétendit que les Américaines blanches et instruites avaient de meilleures raisons de réclamer le droit de vote que les Noirs ou les immigrés, décrits en termes péjoratifs. Si nous comparons le grand nombre de femmes instruites et cultivées à la nuée grandissante d'Africains émancipés et à la large troupe d'émigrants venus de l'île d'Émeraude, croyons-nous que notre gouvernement est assez fort
pour accorder le suffrage aux Africains et aux Irlandais sans menacer sa sécurité. Oui, nous leur donnerons le droit de vote, et notre force va-t-elle aussitôt s'étioler? Allons-nous viser ce qu'il y a de meilleur et de plus admirable dans notre société? Nous sommes tributaires de ces êtres civilisés, de nos professeurs, de nos compagnes, de nos seules confidentes dans le malheur, celles à qui nous confions tout ce qui nous est cher, le bien-être de nos enfants, notre foyer, nos biens, notre nom et notre réputation, et bien plus, notre vie intérieure. Divulguée à un seul être. Allons-nous considérer tout cela et dire « elles ne sont pas dignes de voter », alors que les Irlandais votent et que les Africains votent? J'affirme qu'il est plus important de faire voter les femmes que les hommes noirs. Les remarques de Beecher révèlent la nature profonde des liens idéologiques qui unissent le racisme, les préjugés de classe et la phallocratie. Son éloge des femmes blanches est truffé de stéréotypes sexistes. À la première réunion annuelle de l'Association pour l'égalité des droits, en mai 1867, Elizabeth Cady Stanton reprit l'argument de Beecher. Les Noirs devaient céder la priorité du vote aux femmes, anglo-saxonnes évidemment. L'homme noir n'apporte aucun élément nouveau au gouvernement. Mais par l'éducation et le respect des femmes, la race anglo-saxonne s'enrichit et s'anoblit. Ainsi, la loi de l'exemple nous permet d'octroyer à toutes les races un niveau que l'isolement politique des sexes ne permet pas d'atteindre. La question essentielle de cette convention fut celle du vote imminent des Noirs. Les défenseurs des droits des femmes acceptaient-ils de soutenir le vote des Noirs, même si les femmes ne pouvaient l'obtenir? Elizabeth Cady Stanton et d'autres croyaient que le vote mettrait les hommes en position de supériorité car, à leurs yeux, l'émancipation avait rendu les Noirs égaux aux femmes blanches. Elles s'opposèrent donc résolument à privilégier ceux-ci. Certaines d'entre elles comprenaient pourtant que l'abolition de l'esclavage n'avait pas supprimé l'oppression économique du peuple noir. Il était donc urgent de lui accorder certains pouvoirs politiques. En désaccord avec Elizabeth Cady Stanton, Abby Kelly Foster posa la question suivante. Avons-nous réellement le sens de la justice? Ne nous montrons-nous pas inhumaines lorsque nous refusons de protéger l'homme noir contre les maux présents et futurs, aussi longtemps que la femme n'aura pas obtenu de droits politiques? Au début de la guerre de sécession, Elizabeth Cady Stanton avait encouragé ses collègues féministes à se consacrer entièrement à la campagne anti-esclavagiste. Plus tard, elle déclara dans son livre Réminiscence que les partisans des droits des femmes avaient commis une erreur stratégique en se subordonnant à la cause abolitionniste, par référence aux 6 années pendant lesquelles les femmes s'effacèrent pour soutenir les revendications des esclaves du Sud. Elle concéda que l'activisme patriotique des femmes leur avait valu l'estime des cercles républicains. Mais quand les esclaves ont obtenu leur émancipation, se lamenta-t-elle, et que les femmes ont demandé un statut de citoyenne égal devant la loi, dans la reconstruction de la République, toutes ces vertus transcendantes se sont évaporées comme rosée au soleil. Coucou Nosy-Cat. Selon Elizabeth Cady Stanton, la guerre de sécession devait enseigner aux femmes, c'est-à-dire aux blanches, qu'il ne fallait jamais seconder les efforts masculins, ni élever l'homme au-dessus de soi. Il y avait beaucoup de naïveté politique dans son analyse des derniers moments de la guerre. Elle se montrait plus vulnérable que jamais à l'idéologie raciste. Dès que l'armée unioniste eut triomphé de ses opposants confédérés, Elizabeth Cady Stanton et ses collègues exigèrent du Parti républicain une récompense pour les efforts accomplis pendant la guerre. Elle réclamait le droit de vote, comme si un traité avait été conclu, comme si les féministes avaient lutté contre l'esclavage en visant ce droit. Bien évidemment, les républicains n'apportèrent aucun soutien aux suffragettes après la victoire de l'Union. Ce refus émanait moins des hommes que des politiciens liés aux intérêts économiques dominants de l'époque. Dans la mesure où la guerre entre le Nord et le Sud avait pour but de renverser la classe esclavagiste sudiste, elle profitait essentiellement à la bourgeoisie nordiste, c'est-à-dire aux jeunes capitalistes enthousiastes qui avaient trouvé leur credo politique au Parti républicain.
Les capitalistes du Nord cherchaient à contrôler toute l'économie de la nation. Leur lutte contre l'esclavagisme du Sud n'englobait ni la libération des Noirs, ni celle des femmes. Après-guerre, le vote des femmes ne fut pas inclus dans le programme républicain, et ces politiciens triomphants ignorèrent pareillement les droits politiques du peuple noir. En admettant qu'il fut nécessaire d'accorder le droit de vote aux Noirs du Sud après leur émancipation, ils ne préféraient nullement les hommes noirs aux femmes blanches. Ce projet républicain, 14e et 15e amendement de la Constitution, visait l'hégémonie politique du Parti républicain dans le Sud dévasté par la guerre. Le sénateur républicain Charles Sumner avait activement défendu le vote des femmes, mais il vira brusquement de bord après la guerre. Cette revendication était devenue inopportune. En d'autres termes, les républicains cherchaient à protéger les 2 millions de votes noirs qui leur étaient promis. Après-guerre, lorsque les républicains s'opposèrent à la revendication des femmes pour le droit de vote, en affirmant que c'était l'heure du nègre, ils savaient au fond d'eux-mêmes que c'était l'heure de 2 millions de voix supplémentaires pour leur parti. Devant cette évidence, Elizabeth Cady Stanton et ses collègues pensèrent que l'heure de l'homme avait sonné, et que les républicains se préparaient à accorder aux hommes noirs la totalité des privilèges de leur sexe. En 1867, quand un délégué noir de la Convention pour l'égalité des droits lui demanda si elle acceptait l'extension du vote aux hommes de couleur au cas où les femmes ne l'obtiendraient pas, elle répondit : « Je dis non. Je ne leur confierai pas mes droits. Humiliés, opprimés, ils seraient plus tyranniques que nos dirigeants saxons ne l'ont jamais été. » Le principe d'unité qui avait régi la création de l'Association pour l'égalité des droits était incontestable. Frederick Douglass accepta de partager la charge de vice-président avec Elizabeth Cady Stanton. Et sa présence symbolisa le sérieux de cette démarche. Il semble néanmoins que les féministes aient perçu l'organisation comme un barrage à la dissociation du vote des Noirs et des femmes. Quand on en arriva à discuter du 14e amendement, qui réservait les postes de représentants au Congrès aux citoyens masculins qui avaient été privés de vote lors des élections fédérales, ces femmes blanches se sentirent trahies. Après le vote de soutien au 15e amendement, qui prônait l'extension du suffrage à tous les citoyens, sans discrimination de race, de couleur ou de condition, les tensions internes se traduisirent par une violente lutte idéologique. D'après Eleanor Flexner, l'indignation d'Elizabeth Cady Stanton et celle de mademoiselle Anthony ne connurent plus de bornes. Cette dernière s'engagea à se couper le bras droit plutôt que de militer pour le vote des Noirs. Madame Stanton fit des allusions péjoratives à Sambo et au droit de vote des Africains, Chinois et autres étrangers incultes qui débarquent sur nos côtes. Elle les avertit que le soutien républicain au vote masculin créait un antagonisme homme noir-femme blanche qui finirait par se retourner contre les femmes, en particulier dans les États du Sud. Fallait-il ou non remettre en cause les 14e et 15e amendements, comme le demandaient les leaders du mouvement pour les droits des femmes ? La question reste posée. Mais une chose paraît claire. La défense de leurs intérêts de blanches de la classe moyenne, le plus souvent égoïste et élitiste, révélait la nature fragile et superficielle de leur rapport au mouvement pour l'égalité des Noirs. Il faut reconnaître que les 2 amendements excluaient les femmes dans leur aménagement du vote. Ces dernières les trouvaient donc préjudiciables à leurs desseins politiques. Bien sûr, elles estimaient que leurs revendications étaient aussi légitimes que celles des hommes noirs. Pourtant, en invoquant la supériorité de la race blanche, elles montraient leur incapacité à résister au racisme le plus pernicieux, même après des années d'attachement à des causes progressistes. Elizabeth Cady Stanton et Susan Anthony voyaient la victoire de l'Union comme une véritable émancipation pour les millions de victimes de l'esclavagisme sudiste. Elles affirmaient que l'abolition de l'esclavage élevait socialement le peuple noir à un statut proche de celui des femmes blanches de la classe moyenne. L'acte d'émancipation et la loi pour les droits civiques ont donné le même statut civique et politique aux Noirs et aux femmes,
Il ne leur manque plus que le droit de vote. Affirmer que les anciens esclaves étaient devenus les égaux des femmes blanches et n'attendaient plus que le droit de vote pour asseoir leur position équivalait à ignorer le caractère précaire de cette liberté acquise à l'époque de la guerre de sécession. Ils avaient brisé leurs chaînes, mais souffraient toujours des privations économiques et des violences racistes qui les frappaient plus durement que jamais. Selon Frédéric Douglass, l'abolition n'était que théorique. La vie quotidienne des Noirs du Sud gardait des relents d'esclavage. Il n'y avait qu'un moyen, disait-il, de consolider et d'assurer leur statut d'homme libre. La servitude ne sera pas abolie tant que l'homme noir n'aura pas le droit de vote. C'est sur cette base stratégique que la lutte pour le suffrage noir devait prendre le pas sur les revendications civiques des femmes. Frédéric Douglass considérait le vote comme une arme indispensable pour liquider l'esclavage. Quand il affirmait que le vote des femmes était moins urgent, il ne défendait pas la supériorité de l'homme noir, même s'il n'avait pas entièrement rejeté le principe de la suprématie masculine. Et s'il montrait la faiblesse de son argumentation, il ne fondait pas sa théorie de la priorité stratégique sur la misogynie. Frédéric Douglass affirmait que les Noirs du Sud ne pouvaient espérer aucun progrès économique sans le vote. Privé de ce droit, le Noir restera pratiquement esclave. La propriété individuelle a été abolie. Mais si nous ne fondons pas la reconstruction des États du Sud sur cette mesure, les Noirs deviendront la propriété de leur communauté. La nécessité de vaincre la constante oppression économique exercée après la guerre ne suffisait pas à justifier leurs revendications. La violence cynique des émeutiers, encouragée par les exploiteurs des anciens esclaves, ne manquerait pas d'exister tant que les Noirs n'auraient pas obtenu de pouvoir politique. L'un des premiers débats de l'Association pour l'égalité des droits opposa les défenseurs du vote féminin à Frédéric Douglass, qui revendiqua la priorité du suffrage noir. Pour nous, la privation de droits civiques évoque les foules déchaînées de New York, de Memphis, de la Nouvelle-Orléans. Ces émeutes éclatèrent à Memphis et à la Nouvelle-Orléans en mai et en juillet 1866. Moins d'un an avant que cette discussion ne se tienne, un comité du Congrès américain entendit le témoignage d'une femme noire récemment émancipée, victime des violences de Memphis. « Je les ai vus tuer mon mari. Ils lui ont tiré une balle dans la tête alors qu'il était alité, malade. Ils sont entrés dans la maison à 20 ou à 30. Ils l'ont obligé à se lever et à sortir. Ils lui ont demandé s'il avait fait la guerre. L'un d'eux a pris du recul et lui a tiré 3 coups de pistolet dans la tête. En tombant, mon mari a titubé un peu, comme s'il essayait de rentrer dans la maison. Alors ils lui ont dit que s'il tardait à mourir, ils le tueraient une deuxième fois. » À Memphis et à la Nouvelle-Orléans, des Noirs et des Blancs progressistes avaient été blessés ou tués. Au cours de ce massacre, les émeutiers incendièrent les écoles, les églises et les maisons des Noirs. Ils violèrent aussi, seuls ou en groupe, les femmes noires qu'ils rencontrèrent. Ces 2 émeutes précédèrent les violences de New York en 1863, provoquées par des forces esclavagistes et antimilitaristes du Nord. Elles causèrent la mort de quelques 1000 personnes. Le climat de violence et de terreur qui régnait dans le Sud permettait logiquement à Frédéric Douglass d'affirmer que le vote des Noirs était une nécessité plus urgente que celui des femmes blanches de la classe moyenne. L'ancienne population d'esclaves continuait à lutter pour survivre. Et aux yeux de Douglass, seul le vote pouvait lui assurer la victoire. Par contre, les femmes blanches de la classe moyenne, représentées par Elizabeth Cady Stanton et Susan Anthony, ne pouvaient prétendre que leur vie était en danger. Elles n'étaient pas, comme le peuple noir, engagées dans une véritable guerre de libération. En effet, pour les Noirs du Sud, la victoire de l'Union n'avait pas mis un terme à la violence. Dubois remarque: il est toujours difficile d'arrêter une guerre, et 2 fois plus difficile d'arrêter une guerre civile. Inévitablement, quand les hommes sont entraînés depuis longtemps à la violence et au meurtre, l'habitude se perpétue dans la vie civile.
Une fois la paix rétablie, viennent alors les crimes, les désordres et les insurrections. Selon Dubois, beaucoup d'observateurs ont remarqué après la guerre que les sudistes semblaient avoir détourné leur colère du gouvernement fédéral pour la reporter sur le peuple de couleur. En Alabama, dans le Mississippi, en Louisiane, on disait en 1866 « La vie d'un noir ne vaut pas grand-chose ». J'en ai vu un qui a reçu une balle dans la jambe alors qu'il était juché sur une mule, parce que le bandit qui l'avait blessé pensait qu'il était plus compliqué de lui demander de descendre que de tirer sur lui. Après la guerre de sécession, les Noirs du Sud vivaient dans un état de siège permanent. Frédéric Douglass affirmait que le droit de vote pour eux était une mesure d'urgence dans le Sud d'après-guerre. En dépit de sa naïveté devant le Parti républicain, il ne concevait pas la question du vote comme un jeu politique. Pour lui, les élections ne représentaient pas un moyen d'assurer l'hégémonie du Parti républicain dans le Sud, mais de garantir la survie de son peuple. Après la guerre, les leaders du mouvement pour les droits des femmes avaient tendance à considérer le vote comme une fin en soi. Dès 1866, le soutien, même raciste, des suffragettes suffit apparemment à assurer l'entrée du mouvement des femmes. Suzanne Anthony, elle-même, ne refusa pas l'aide offerte par un membre du Congrès qui défendait des conceptions ouvertement racistes. Au grand désespoir de Frédéric Douglass, Suzanne Anthony fit l'éloge du congressiste James Brooke, ancien rédacteur d'un journal esclavagiste. Manifestement, son soutien aux suffragettes était une manœuvre pour contrer l'appui républicain au vote des Noirs. Pourtant, Suzanne Anthony et ses collègues chantèrent ses louanges. En bon représentant des intérêts de l'ancienne classe esclavagiste du Sud, le Parti démocrate cherchait à prévenir le vote des Noirs. Aussi, de nombreux leaders démocrates considéraient-ils la défense des suffragettes comme un bon moyen de répondre aux adversaires républicains. L'opportunisme était le principal objectif de ces démocrates, qui portaient le même regard hypocrite sur la question de l'égalité des femmes et sur le soutien nominatif du suffrage noir. Si Elizabeth Cady Stanton et Suzanne Anthony avaient analysé plus sérieusement la situation politique de l'après-guerre, elles auraient peut-être réfléchi avant d'associer le célèbre Georges Francis Train à leur campagne. La femme en premier, le nègre en dernier, voilà mon programme. Tel était le slogan de ce démocrate raciste et cynique. Attendez 2 secondes, il y a les chats qui font des bêtises. Non. Voilà. Lorsqu'Elizabeth Cady Stanton et Suzanne Anthony rencontrèrent Train pendant la campagne de 1867 au Kansas, il offrit de couvrir toutes les dépenses d'une grande tournée de conférences communes. La plupart de nos amis voyaient là une erreur grossière, écrivait Elizabeth Cady Stanton. Mais le résultat s'avéra différent. Monsieur Train était dans la fleur de l'âge. Sa mise et ses manières étaient soignées, il ne fumait pas, ne chiquait pas, ne buvait ni ne s'empiffrait, et c'était un orateur persuasif. Propagande, les chats ne font pas de bêtises. Ah si. Elizabeth Cady Stanton reconnut cependant dans son recueil Réminiscences que Train était un clown toqué. Il est aussi dénué de principes que de bon sens. Il peut servir à attirer les foules tout comme un kangourou, un gorille ou un hippopotame. Tel était l'avis de William Lloyd Garrison, qui rejoignit sur ce point celui de Lucy Stone et Henry Blackwell. Mais Elizabeth Cady Stanton et Suzanne Anthony avaient un urgent besoin de soutien, et elles accueillirent Train à bras ouverts. Lorsqu'il leur proposa une aide financière, elles fondèrent un journal et le baptisèrent Révolution à sa demande. Sa devise était « Les hommes, leurs droits et rien de plus. Les femmes, leurs droits et rien de moins. » À l'époque où l'Association pour l'égalité des droits tenait son assemblée annuelle, en 1869,
Le vote du 14e amendement, stipulant que seuls les citoyens mâles avaient un droit de vote inaliénable, était déjà entériné. Le 15e amendement, qui interdisait toute privation du droit de vote pour des raisons discriminatoires de race, de couleur ou de condition, mais pas de sexe, était sur le point d'être voté. Le programme de l'association prévoyait d'appuyer le 15e amendement, dans la mesure où les leaders des suffragettes s'y opposaient catégoriquement. Le schisme était inévitable. Les délégués savaient que ce serait probablement la dernière réunion de leur association et malgré tout, Frederick Douglass fit une ultime tentative auprès des femmes blanches. Quand on arrachera les femmes à leur maison, simplement parce que ce sont des femmes, quand on les pendra à des réverbères, quand on leur enlèvera leurs enfants pour leur écraser la tête sur le trottoir, quand on les insultera à tous les coins de rue, quand elles risqueront à tout moment de voir leur maison incendiée, s'effondrer sur leur tête, quand on interdira l'entrée des écoles à leurs enfants, alors il sera urgent de leur octroyer le droit de vote. L'argumentation était grossière, mais elle dénotait une lucidité évidente chez Frederick Douglass. Ces images violentes démontraient que les anciens esclaves subissaient une oppression qui différait dans son intensité et sa brutalité de celle qui était infligée aux bourgeoises blanches. En demandant à l'association de soutenir le 15e amendement, il ne conseilla pas à son groupe de repousser la revendication de vote des femmes. Au contraire, le projet qu'il soumettait appelait à ratifier avec enthousiasme l'extension du droit de vote à toutes les classes qui, jusque-là, en étaient privées, afin de leur faire partager le triomphe de notre idée. Frederick Douglass pensait que le 15e amendement réalisait la moitié de nos revendications et offrait un prétexte pour développer nos forces et assurer un second amendement garantissant les mêmes droits sacrés sans discrimination sexuelle. 2 ans plus tôt, Sojourner Truth se serait peut-être opposé à Douglass. Au cours de la convention de l'association, elle s'était élevée contre la ratification du 14e amendement, parce qu'il refusait le droit de vote aux femmes noires. On fait grand bruit autour des droits des hommes, de couleur, mais on n'a pas dit un mot des femmes de couleur. Et si les hommes noirs sont les seuls à obtenir gain de cause, ils domineront leur épouse, et rien n'aura changé. Au cours du dernier meeting de l'association, en 1869, Sojourner Truth mit en évidence le dangereux racisme latent dans l'opposition féministe au suffrage noir. Selon les termes de Frederick Douglass, Elizabeth Cady Stanton et Susan Anthony pensaient qu'aucun noir ne devait obtenir le droit de vote tant que la femme en serait privée. Quand Sojourner Truth affirmait « En appâtant une femme avec l'hameçon électoral, on attrape souvent un noir », elle lançait une sérieuse mise en garde contre l'idéologie raciste. Frances Harper soutenait également l'appel pour la ratification du 15e amendement de Frederick Douglass. La célèbre poétesse noire et féministe expliquait que le pouvoir électoral des Noirs était trop important pour que son peuple risquât de le perdre à un moment critique. Quand il est question de race, la question de sexe passe au second plan. Dans son discours à la dernière convention de l'Association pour l'égalité des droits, elle engagea ses sœurs blanches à soutenir la lutte de libération de son peuple. Frances Harper et Sojourner Truth furent mises en minorité dans un groupe des femmes par celles qui étaient restées indifférentes à l'appel de Douglass à l'unité. Elizabeth Cady Stanton et Susan Anthony furent de celles qui réussirent à provoquer la dissolution de l'association. Peu de temps après, elles formèrent l'Association nationale pour le vote des femmes. En tant que partisans de la ratification du 15e amendement au sein de l'Association pour l'égalité des droits, Lucy Stone et son mari fondèrent avec Julia Ward Howe l'Association américaine pour le vote des femmes. La dissolution de la première association eut raison de l'alliance fragile, bien que potentiellement puissante, entre le mouvement de libération des Noirs et celui des femmes. Pour rendre justice aux 2 leaders féministes, Elizabeth Cady Stanton et Susan Anthony, il faut dire que les anciens abolitionnistes de l'association n'étaient pas toujours des partisans convaincus de l'égalité des sexes. De fait, certains défendaient avec intransigeance la suprématie masculine. Le leader noir, George Downing,
provoqua l'affrontement en déclarant que l'homme dominait la femme par la volonté de Dieu. Son sexisme était inexcusable, mais la réponse raciste d'Elizabeth Cady Stanton ne fut pas plus justifiable. Quand M. Dunning me pose la question « Acceptez-vous que les hommes de couleur obtiennent le droit de vote avant les femmes ?» Je dis non. Je ne leur confierai pas mes droits. Humiliés, opprimés, ils seraient plus tyranniques que nos dirigeants saxons ne l'ont jamais été. Si les femmes doivent encore être représentées par des hommes, alors je dis qu'il faut qu'un type d'homme supérieur tienne la barre du gouvernement. Même si les hommes noirs de l'Association pour l'égalité des droits ne pouvaient se targuer d'avoir défendu ardemment l'égalité des femmes, on ne pouvait conclure des propos de Dunning qui seraient de plus grands despotes que les blancs. De plus, les attitudes parfois sexistes des noirs ne justifiaient pas l'abandon de toute lutte pour leur libération. Frédéric Douglass lui-même manquait parfois de distance critique vis-à-vis des stéréotypes et des clichés associés aux femmes. Mais ces quelques remarques sexistes ne diminuaient en rien la valeur de sa contribution à la bataille pour les droits des femmes en général. Historiquement, Frédéric Douglass demeure le premier partisan masculin de l'émancipation des femmes au XIXe siècle. Si son attitude au cours du débat sur les 14 et 15e amendements appelle des réserves, elles ne doivent pas tant porter sur son soutien au suffrage noir que sur sa foi apparemment inébranlable dans le pouvoir électoral du Parti républicain. Il est évident que le peuple noir avait besoin du droit de vote, même si le climat politique empêchait les femmes, blanches et noires, de l'acquérir en même temps. Et les 10 années de reconstruction progressiste dans le Sud, étayées par les nouveaux électeurs noirs, ouvrirent une ère de progrès indiscutable pour les anciens esclaves et les blancs pauvres. Cependant, le Parti républicain restait opposé aux demandes révolutionnaires de la population noire du Sud. Dès que les capitalistes nordistes eurent rétabli leur hégémonie dans le Sud, le Parti républicain, qui représentait leur intérêt, participa systématiquement à l'interdiction de leurs droits civiques. Même si Frédéric Douglass est le meilleur artisan de libération des Noirs de son siècle, il a mal perçu la fidélité du Parti républicain au capitalisme, qui accordait autant d'intérêt au racisme qu'au mouvement initial pour le vote des Noirs. Le caractère tragique de la polémique autour du suffrage noir dans l'Association pour l'égalité des droits reposait sur la position de Douglass, qui voyait le vote des Noirs comme la panacée universelle, encourageant peut-être aussi ainsi la rigidité raciste du point de vue des féministes sur le vote des femmes. Coucou Play, coucou Kwaku. Tout va bien aujourd'hui, le masculinisme dans les foyers ne voit pas les couleurs. Les hommes blancs sont pas mieux, voire pire. Spoiler alert. Ouais, bah alors, pour moi, en fait, pour moi, le masculinisme aujourd'hui est quand même un peu différent. Mais pour moi, en fait, c'est un très bon exemple. En fait, ce chapitre, pour moi, il montre une chose, c'est pourquoi se battre pour le vote des Noirs ou le vote des femmes, et pas pour que toute personne, je sais pas, par exemple, toute personne de plus de 18 ans, par exemple, ait droit de vote, en fait. Ça montre, en fait, un défaut d'intersectionnalité. Et dû à deux choses, c'est que dans la lutte de libération des Noirs, il y avait du sexisme et de la misogynie, et que dans la lutte euh, des femmes, et entre autres par exemple Cady Stanton ou Susan Anthony, il y avait du racisme, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça que quand on dit intersectionnalité, oui, mais il faut le faire correctement, et tout ça, en fait. C'est très très... Et pour moi, ça, c'est un exemple parfait de pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner. Ça a permis, certes, d'abolir l'esclavage, ok, mais une fois qu'il a été question de problématiques, d'autres problématiques, tout de suite, il y a des enjeux, on va dire, des valeurs qui sont remontées, comme la misogynie d'un côté et le racisme de l'autre. Et comme je dis, il n'y a pas de... Enfin, si, il y a des personnes qui sont plus opprimées que d'autres, mais pour moi, toute personne doit avoir des droits égaux, qu'importe l'oppression qu'elle subit, en fait. Et de toute façon, je suis pour l'abolition de toutes les formes d'oppression, mais on n'y est pas encore, hein. Alors,
Le cinquième chapitre, et n'hésitez pas hein, à réagir si vous avez des choses à dire, n'hésitez vraiment pas. Donc le cinquième chapitre, c'est les femmes noires et la fin de l'esclavage. Maudit soit Chanaan, s'écrièrent les prêtres hébreux. Il sera le serviteur des serviteurs de ses frères. Les Noirs ne sont-ils pas des serviteurs? Ergo, c'est sur ce genre de mythe que fut fondé l'anachronisme de l'esclavage américain. Et cette perversion fit des aristocrates de couleur des domestiques serviles. Avec l'émancipation, le mirage de l'esclavage domestique s'était évanoui. Le chemin du salut pour les Noirs affranchis ne passe plus. Désormais, par la porte de la cuisine ouvrant sur une vaste entrée et d'immenses salles à colonnes, il passe, comme tous les Noirs le savent à présent, par la fin de l'esclavage domestique. Un quart de siècle après leur libération, des milliers de femmes travaillaient toujours dans les champs. Celles qui avaient servi dans la grande maison trouvèrent la porte fermée, sauf si elles préféraient, par exemple, laver le linge chez elles pour plusieurs familles blanches au lieu d'accomplir tous les travaux d'une seule famille blanche. Un très faible pourcentage de femmes noires avaient réussi à échapper aux travaux agricoles, à la cuisine ou à la blanchisserie. Le recensement de 1890 dénombre 2,7 millions de femmes et de filles noires âgées de plus de 10 ans. Plus d'1 million d'entre elles étaient salariées. 38,7% travaillaient dans l'agriculture, 30,8% dans les services, 15,6% dans la blanchisserie et seulement 2,8% dans l'industrie. Les quelques femmes qui trouvaient des emplois dans l'industrie accomplissaient les travaux les plus salissants et les moins bien payés. Le progrès accompli était loin d'être satisfaisant. Leur mère esclave avait, elle aussi, connu les filatures de coton du Sud, les raffineries de sucre et même les mines. Pour les femmes noires de 1890, le chemin de la liberté devait paraître encore plus long qu'après la guerre de sécession. Le patriarcat des foyers a légèrement changé, mais attention au changement de surface. On a le droit à un compte bancaire par exemple, mais chaque fois que j'étais en concubinage avec un homme, je n'avais plus d'accès libre à mon compte bancaire. Oui, non mais ça, alors en fait, hop, je vais mettre un marque-page. Alors en fait, pour moi ça c'est dû au patriarcat dans son ensemble dans la société. C'est-à-dire que, tu me dis Alex si je me trompe, hein, mais en fait j'ai l'impression que dans un couple hétéro, on va forcément mettre en avant l'homme. Où on va toujours considérer que l'homme fait ceci, l'homme fait cela, enfin voilà. Alors que pas forcément. Enfin, j'ai l'impression que, je sais pas, par exemple, tu ouvres un contrat internet, par exemple, t'es en couple hétéro, on va quand même mettre le prénom et le nom de l'homme, même si c'est pas lui qui prend le contrat, etc. Mais si ça se trouve, c'est même pas lui qui a des revenus, etc. Si ça se trouve, c'est même pas lui qui va payer, mais on va quand même le mettre. Parce que l'homme doit être mis en valeur, l'homme doit être mis en avant. Et pour moi, ça, c'est lié en fait à la société dans son ensemble, en fait. Dans le sens où les hommes sont extrêmement mis en avant dans notre société par rapport aux femmes. Et ça se voit partout. Donc voilà. Oui, oui, et il faut l'autorisation de monsieur pour avoir accès au compte CAF, par exemple. Tu veux dire une fois que les comptes CAF sont liés, quoi. C'est ça? En gros, quand la CAF relie les deux comptes CAF, parce que concubinage ou autre, il demande. En gros, la CAF considère que l'homme a accès, mais que si la femme veut y avoir accès, il faut qu'elle ait l'autorisation de l'homme, c'est ça? Une assurance habitation qui s'était retrouvée au nom de monsieur alors qu'il ne sait pas ce que c'est. Alors après, tu sais, des hommes qui ne savent pas ce qu'est une assurance habitation, je pense qu'il y en a pas mal, hein. Dis-toi, après, il y a des mecs qui savent même pas ce qu'est un balai, donc à un moment, voilà. Mais je suis d'accord que c'est un gros problème, en fait. Pour moi, faudrait que... Comment dire? Je sais pas comment on peut faire pour changer un peu les mentalités là-dessus. Mis à part être gay ou lesbienne. Mais bon,
Apparemment, il y a des gens qui ne peuvent pas être gays ou lesbiennes, mais moi, je sais ce que c'est un balai. Oui, 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 je parlais de ce balai-là, Play. Mm, mm. Mais non, mais en fait, c'est que j'ai l'impression. Parce que, après, je sais pas, hein, moi, j'ai jamais vraiment pris de contrat ou autre en étant en concubinage lesbien. Bon, hétéro encore moins. Mais du coup, je sais pas comment réagissent, je sais pas, par exemple, les bailleurs, les assurances, etc. Quand c'est comme ça. Par contre, comment. Et du coup, euh, je sais pas comment on peut faire évoluer ça, quoi. C'est eux qui savent pas être LGBT, ils ratent. Ah, on est d'accord, hein. On est d'accord. Là-dessus, voilà, hein. Tout le monde ne peut pas slay. Voilà. Mais ouais, ouais, non, c'est. Mais de toute façon, le patriarcat au sein du foyer, c'est quelque chose qui est extrêmement dominant, hein. Pas d'homme, pas de problème, pas de problème, pas d'homme. Ma nouvelle façon de vivre. Ben, en fait, c'est triste à dire, mais c'est un peu réel. Et moi, ce que je trouve d'un côté un peu choquant, je sais pas si. Voilà, c'est que j'avais regardé le conseil municipal de Villeurbanne, c'était quand? C'était la semaine dernière, je crois, si je dis pas de bêtises, à peu près. Ouais, c'était ça. Et en gros, je l'avais regardé tout ça. Et en fait, j'ai remarqué que même si sur les listes, etc., t'es censé avoir une parité, t'as peut-être à peu près une parité en termes d'élus, mais en fait, parmi les personnes qui prennent la parole, c'est très, 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 très majoritairement des hommes, en fait. Il y a pas beaucoup de femmes qui prennent la parole. Alors là, il y a une femme qui a pris un peu pas mal la parole, mais parce que c'est la première adjointe. Euh, mais sinon, il n'y a pas eu tant de femmes que ça qui ont pris la parole. Et surtout dans la majorité. Car dans l'opposition, je sais qu'il y avait eu quelques femmes qui ont pris la parole, mais hyper difficile de prendre la parole en tant que femme élue, clairement. Après, non, mais je suis d'accord. C'est pas les femmes que j'attaque là, hein. C'est le patriarcat, hein. Attention, attention. Je me défends tout de suite. J'attaque clairement pas les femmes, minorités de genre qui sont élues. Je m'en prends au patriarcat et aux hommes qui ne mettent pas en place des cadres permettant aux femmes de prendre la parole, hein. Voilà. Pour moi, c'est pas normal en fait que il n'y ait pas une parité là-dessus. Je pense qu'il y a au moins une femme par groupe, ou quasiment. Euh, Ça serait logique que ça alterne ou autre. Enfin voilà. Donc, mais ça, c'est dans des instances politiques, mais c'est ça partout, même dans le milieu militant, hein. Quand il y a des assemblées générales, j'ai souvent vu des hommes faire des tirades, etc., mais beaucoup moins des femmes, hein. Donc en fait, le patriarcat, il est partout. Et donc même dans nos milieux militants, même dans nos associations, nos collectifs, nos partis, n'importe, il faut mettre en place des systèmes et des règles permettant en fait d'assurer en fait cette égalité de prise de parole en fait. Parce que bah, c'est pas parce qu'une personne est une femme que la personne a des choses moins intéressantes à dire. C'est pas parce qu'une personne est une femme qu'elle va pas être plus pertinente. Bah, peut-être que si, elle va être plus pertinente, elle va peut-être mieux connaître le sujet en fait. Donc en fait, il faut vraiment eh, comment dire, être vraiment bien, bien là-dessus. C'est comme là, c'est quand c'est hier, j'ai vu sur les réseaux des gens qui. J'ai vu quelqu'un qui disait. Parce que sur Blue Sky, il y a eu une take sur un autocollant, machin, on s'en fiche. Et il y a quelqu'un qui avait mis un message en mode c'est cool votre antifascisme, hein, mais il n'y a pas de noir dans votre antifascisme. Ce qui est très vrai. Faut être honnête, hein, dans les manifs antifa, dans les mouvements antifa en général, etc., il y a très très peu de personnes racisées. Moi, ça fait depuis 2016 que je dis, dans différents milieux de gauche, il faut aller dans les quartiers. Mais je ne le dis pas en mode on va dans les quartiers leur dire qu'est-ce qu'il faut faire et tout. On va dans les quartiers faire des événements, du sport populaire, des cantines populaires, parler aux gens, voir c'est quoi leur problématique locale,
comment on peut les aider dans leur lutte, etc. Mais on n'y va pas en mode colon, on y va en mode ok. Et les gars, ici, regardez, on a ramené un barbecue, on se fait un barbecue, vas-y, on discute. Ah, t'es pour le Real, toi, ok, et tout. Et d'ailleurs, j'ai vu là, il s'est passé un truc là, la semaine dernière et tout. Enfin, parlez, juste parlez. Arrêtez d'être dans les centres-villes. Parce que je suis désolé, hein, mais actuellement, le milieu militant, c'est globalement des mecs blancs bobos qui vont en centre-ville. Comment vous voulez que la gauche gagne, sachant que les gens qui pourraient voter à gauche ne sont pas en centre-ville? Allez dans les quartiers populaires. Allez là où il y a les personnes précaires. Là où il y a les personnes opprimées. Voilà. Et personne m'écoute. Pourquoi? Car je suis une meuf trans. Depuis 2016, hein, je dis ça. Depuis 2016. Et dans plusieurs villes. Et dans toutes les villes où j'ai été, à chaque fois ça a été pareil. Les mêmes réactions. C'est on ignore. Donc voilà, il y a plein d'outils, oui, mais parfois c'est insuffisant, car n'empêche que quand une femme va parler, ses infos sont moins écoutées. Oui, non, mais totalement, totalement. Et c'est ça la problématique pour moi. C'est que les hommes, en fait, s'écoutent entre eux, mais ne s'écoutent pas, mais n'écoutent pas les femmes. Et c'est pour ça que moi, il y a un livre de Léana Lestra qu'il faut que je lise d'ailleurs, je l'ai pas encore lu. Encore lu, c'est Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Pourquoi? Parce que, en fait, la question qui est posée, c'est pas est-ce qu'ils sont vraiment attirés par les femmes, mais c'est qu'en fait, les hommes hétéros ne veulent pas la validation des femmes, mais ils veulent la validation des autres hommes hétéros. Et c'est là où c'est intéressant, parce que quand tu recherches la validation d'autres hommes hétéros, tu essaies de plaire aux autres hommes hétéros. Mais si tu essaies de plaire aux autres hommes hétéros, est-ce qu'au final, tu es réellement hétéro? Par exemple, on nous demande plus de sources. On a intérêt à être incollable sur le moindre sujet. Oui, ça par contre, c'est totalement vrai. C'est un homme, il peut dire des dingueries immenses. Ça va passer. Une femme, elle parle, on va lui dire ouais, mais attends, c'est quoi ta source? Est-ce que tu es sûr que c'est bien ce qui a été dit? Est-ce que machin? Et c'est pas normal. Ouais, c'est ça. Le mec, il a juste à dire, je pense que gna gna gna, ça passe. Une femme, elle peut arriver avec trois études, euh, euh, des études empiriques, des articles scientifiques, machin, on va quand même lui dire, ouais, mais est-ce que t'es sûr? Vraiment? Il n'y a pas plus gay qu'un mec hétéro? Euh, Plutôt réel, en vrai. En vrai, cette take, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord avec le fait que bah, un mec hétéro, c'est un peu gay quand même, hein. Ah, et d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais cette semaine, c'est la semaine de visibilité lesbienne. Donc, bravo les lesbiennes, hein, bravo tout le monde, bravo les lesbiennes. Et on n'oublie pas, les personnes non binaires peuvent être lesbiennes, les meufs trans peuvent être lesbiennes. Voilà, donc voilà. Être lesbienne, voilà. On peut se genrer au masculin et être lesbienne, comme certaines butch par exemple, ou certaines personnes non binaires masques, par exemple. Donc voilà. Voilà. Ben, on va reprendre, hein, ça peut. Euh, Comme à l'époque de l'esclavage, les femmes noires qui travaillaient dans l'agriculture comme métayères, fermières ou ouvrières agricoles étaient aussi opprimées que les hommes aux côtés desquels elles trimaient toute la journée. Elles étaient souvent obligées de signer des contrats avec les propriétaires qui voulaient reproduire les conditions d'avant la guerre. La date d'expiration du contrat n'était souvent qu'une formalité. Les patrons pouvaient prétendre que les ouvrières leur devaient du travail au-delà du terme échu. Dans les années qui suivirent la fin de l'esclavage, hommes et femmes de couleur se retrouvèrent dans la position incertaine de journaliers. Les métayers qui jouissaient bien évidemment du fruit de leur travail n'étaient pas dans une meilleure position. Ceux qui louaient les terres pendant cette période avaient rarement assez d'argent pour payer leur loyer et pour faire les achats nécessaires avant la première récolte. En exigeant jusqu'à 30% d'intérêt, les propriétaires terriens et les marchands hypothéquaient les récoltes à venir. Bien sûr, les fermiers ne pouvaient payer de tels intérêts,
et dès la fin de la première année, ils étaient endettés. La seconde année, ils essayaient à nouveau, mais ils avaient à payer la dette ancienne à laquelle s'ajoutait le nouvel intérêt. Et de cette manière, ils ne pouvaient échapper au système d'hypothèque qui régnait de toutes parts. La Cour suprême britannique a dit non. Ouais, ben la Cour suprême britannique, voilà. Euh, J.K. Rowling. Ouais, ouais, non, mais J.K. Rowling, par contre, à un moment, moi, je commence vraiment à en avoir mal d'elle. Cocktail Molotov. Exactement, voilà, cocktail Molotov. Voilà, voilà. Alors, pour faire un bon. Ça vous dit un stream recette de cocktail Molotov? Oh là là, je vais me faire ban hein, par Twitch, moi. Toujours open pour apprendre. Il y a une catégorie cuisine sur Twitch. Ok, ben courage à toi, Play. Le système de la peine de travail maintenait les Noirs dans les rôles qui leur étaient dévolus du temps de l'esclavage. Hommes et femmes étaient arrêtés et emprisonnés sous le moindre prétexte. Les propriétaires d'esclaves eux-mêmes avaient posé des limites à leur cruauté dans l'exploitation de leurs précieuses marchandises humaines. Mais les planteurs d'après-guerre, qui louaient les services des forçats noirs pour des périodes relativement courtes, ne prenaient pas tant de précautions. Bien souvent, on fait travailler les forçats malades jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement dans les sillons. Se servant de l'esclavage comme d'un modèle, le système de la peine de travail n'opérait aucune distinction entre les sexes. Hommes et femmes étaient envoyés au même bagne et attachés au même joug pendant la journée. Une résolution, votée par la Convention des Noirs du Texas en 1883, condamnait sévèrement les pratiques qui consistaient à enchaîner ensemble hommes et femmes au même joug. L'une des 7 raisons qui motiva la création de la Ligue afro-américaine en 1890 était la cruauté du système pénitentiaire du Sud, les chaînes de forçats, la location des services des bagnards et le mélange des hommes et des femmes. Dubois fait remarquer que le profit potentiel que représentait le système de location de prisonniers incitait de nombreux planteurs du Sud à n'employer que des forçats. Ils possédaient parfois plusieurs centaines de prisonniers noirs. État et employeurs avaient donc tout intérêt à augmenter la population de prisonniers. Depuis 1876, souligne Dubois, les Noirs sont arrêtés à la moindre incartade et condamnés à de longues peines ou à des amendes qu'ils payent par leur travail. Vive les cocktails. Ouais, donc là, en fait, alors là, ce passage, il est quand même assez drôle, dans le sens où, enfin drôle, non, mais où en fait, donc, il y a du travail limite de l'esclavage, hein, qui existe encore d'ailleurs aux États-Unis, et même en France, hein, on pourra en parler à un moment si vous voulez, du travail quand on est en prison. Mais en gros, si on fait travailler des prisonniers donc de manière forcée, hein, c'est du travail forcé, mais ce que certains trouvent choquant, c'est que les hommes et les femmes soient mélangés. Voilà. Donc, ce que certaines personnes trouvent choquant, c'est pas le travail forcé, c'est pas que certains travaillent jusqu'à en crever, c'est que les femmes et les hommes soient mélangés. Voilà. Voilà, voilà, hein. Cette perversion du système pénal opprimait toute la population des anciens esclaves. Mais c'était surtout les femmes qui étaient victimes des brutalités du système judiciaire. L'avènement de l'émancipation ne mit aucun terme aux agressions sexuelles qu'elles subissaient pendant l'esclavage. Dans les faits, les femmes de couleur étaient considérées comme les proies légitimes des blancs. Si elles opposaient quelque résistance, on les jetait généralement en prison, où elles restaient les victimes d'un système qui n'était qu'un retour à une autre forme d'esclavage. Et du coup, encore une fois, hein, j'en profite pour dire, la prison, ça ne sert à rien. Le système pénal tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc qui est là pour punir, ne sert à rien. La prison, c'est juste débile. Voilà. Ah bah cool play, cool, cool pour toi. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est abolir la prison, quoi. C'est... Voilà.
trouver d'autres systèmes de justice que la prison, parce que la prison, ben, on voit qu'au final, ça peut être utilisé à des fins fascistes, à des fins racistes, à des fins sexistes, mais que ça n'a rien de juste, en fait. Au contraire. Pendant les années qui suivirent la fin de l'esclavage, la plupart des femmes noires qui ne travaillaient pas dans les champs furent contraintes au travail domestique. Leurs conditions, comme celles de leurs sœurs des métairies ou des bagnes, portaient la marque familière de l'asservissement. En fait, on avait appelé l'esclavage institution domestique par euphémisme, et les esclaves étaient désignés par le mot bénin de domestique. Pour les anciens propriétaires, le service domestique n'était qu'un terme poli pour caractériser une activité méprisable, à peine différente de l'esclavage. Alors que les femmes noires étaient employées comme cuisinières, bonnes d'enfants, femmes de chambre et bonnes à tout faire, toutes les femmes blanches du Sud refusaient systématiquement ce type de travail. Ailleurs, les femmes blanches qui travaillaient comme domestiques étaient généralement des immigrées européennes, qui, comme les anciennes esclaves, étaient obligées d'accepter le premier emploi venu. Le travail domestique n'était pas un simple vestige de l'esclavage appelé à disparaître au fil du temps. Pendant presque un siècle, très peu de femmes noires purent y échapper. L'histoire d'un domestique de Géorgie, racontée par un journaliste new-yorkais en 1912, apporte un témoignage sur les difficultés économiques des femmes noires. Difficultés qui étaient aussi bien celles du passé que celles qui continueraient dans l'avenir. Plus de 2 tiers des femmes noires de sa ville étaient obligées de se placer comme cuisinières, femmes de chambre, blanchisseuses, colporteuses ou concierges. Leurs conditions de vie étaient aussi pénibles, voire pires que pendant l'esclavage. Pendant plus de 30 ans, cette femme noire avait été obligée de vivre dans toutes les maisons où on l'employait. Travaillant 14 heures par jour, elle avait droit à un après-midi tous les 15 jours pour rendre visite à sa famille. Elle appartenait, comme elle le disait elle-même, corps et âme, à ses employeurs blancs. On l'appelait toujours par son prénom, et jamais madame, et souvent ses patrons parlaient d'elle comme de leur négresse, c'est-à-dire comme de leur esclave. Un des aspects les plus humiliants du service domestique dans le Sud, et le plus révélateur de sa similitude avec l'esclavage, était la suspension momentanée des lois Jim Crow lorsqu'une personne blanche était présente. J'ai pris le tramway ou le train avec les enfants blancs, et je pouvais m'asseoir où je voulais, devant ou derrière. Quand un blanc me demandait à un autre que fait cette négresse ici, on lui répondait Oh, c'est la bonne des enfants là-bas. Et les gens se taisaient immédiatement. Tout allait bien tant que j'étais avec les blancs dans le tramway, ou dans la voiture des blancs en tant que domestique, en tant qu'esclave. Mais dès que je me présentais pas comme servante, que les enfants blancs ne m'accompagnaient pas, on me désignait immédiatement la place des nègres, où on m'envoyait dans la voiture des gens de couleur. Depuis la Reconstruction, les employés noirs considèrent les agressions sexuelles du maître de maison comme un des risques majeurs de leur métier. Depuis toujours, elles sont victimes d'exactions, obligées de choisir entre la soumission et la pauvreté absolue pour elles et leur famille. Une femme de Géorgie explique comment elle a perdu son emploi. Je refusais de laisser le mari de madame m'embrasser. Peu après mon arrivée dans la maison comme cuisinière, il s'est avancé vers moi, m'a prise dans ses bras et a essayé de m'embrasser. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et je l'ai repoussé. J'étais jeune alors et je venais de me marier. J'ignorais encore une situation qui, depuis, pèse sur mon cœur et sur mon âme. Dans ce pays, la vertu d'une femme de couleur n'est aucunement protégée. Comme pendant l'esclavage, le noir qui protestait lorsqu'on infligeait ce genre de traitement à sa sœur, sa fille ou sa femme devait s'attendre à être châtié. Quand mon mari s'en est pris à l'homme qui m'avait outragé, ce dernier l'a insulté, giflé et fait arrêter. La police a infligé à mon mari une amende de 25 $. Comme elle en témoignait sous serment au tribunal, le vieux juge a levé les yeux et a dit « Entre la parole d'un nègre et celle d'un homme blanc, cette cour choisira toujours la deuxième. » Lorsqu'en 1919, l'Association nationale des femmes de couleur présenta ses doléances, la condition domestique figurait en tête de liste. Elle protestait à juste titre contre ce qu'elle appelait pudiquement
le fait d'être exposé aux tentations morales. L'employé de Georgie se serait certainement associé à ces protestations quand elle déclara : « Je crois que tous les Blancs prennent ou espèrent prendre des libertés avec leurs domestiques de couleur, pas seulement les pères, mais aussi les fils. Les domestiques qui se révoltent contre de telles familiarités doivent s'en aller ou s'exposent à de terribles vexations si elles restent. » Depuis l'esclavage, la position très vulnérable de la domestique a contribué à perpétuer le vieux mythe de l'immoralité des femmes noires. Dans cette situation impossible, le travail domestique est considéré comme dégradant, puisque ce sont des femmes noires qui l'accomplissent. Elles sont elles-mêmes jugées comme des imbéciles et des immorales. L'immoralité et la sottise sont des mythes entretenus par le travail dégradant auquel elles sont soumises. Comme le dit Dubois, n'importe quel homme blanc honnête trancherait la gorge de sa fille plutôt que de lui laisser accepter un emploi domestique. Quand les Noirs commencèrent à émigrer vers le nord, les hommes comme les femmes découvrirent que les employeurs blancs des autres régions n'étaient pas fondamentalement différents de leurs anciens maîtres. Pas de soucis, bonne journée à toi, Nausicaa. Ils pensaient également, semble-t-il, que les nègres sont des serviteurs et les serviteurs des nègres. Le recensement de 1890 montre que l'État de Delaware était le seul en dehors de ceux du Sud, où la majorité des Noirs n'étaient pas employés de maison, mais ouvriers agricoles et métayers. Dans 32 États sur 48, le service domestique était l'occupation principale de la population de couleur. D'autre part, dans 7 de ces États sur 10, il y avait plus d'employés noirs que dans tous les autres métiers réunis. Le recensement confirmait l'adage : les nègres sont des serviteurs et les serviteurs des nègres. The Philadelphia Negro, essai d'Isabelle Eaton publié dans l'étude de Dubois en 1899, révèle que 60% des travailleurs noirs de l'État de Pennsylvanie étaient domestiques. La situation des femmes était pire, car seulement 9% d'entre elles échappaient au service domestique. Elles étaient 14 297 sur 15 704. Après avoir émigré au nord pour tenter d'échapper au vieux système esclavagiste, elles découvrirent qu'elles n'avaient aucune autre perspective. Au cours de son enquête, Isabelle Eaton interrogea d'anciennes institutrices qu'on avait renvoyées par préjugés raciaux. Chassées de leur école, elles étaient obligées de travailler à la buanderie ou à la cuisine. Des 55 employeurs interrogés par Isabelle Eaton, un seul déclara préférer les domestiques blanches aux noirs. Voilà ce qu'en dit une femme. Je pense que les gens de couleur sont l'objet de fréquentes calomnies en ce qui concerne l'honnêteté, la propreté et la loyauté. J'ai pu constater qu'ils étaient irréprochables dans tous les domaines et parfaitement honnêtes. En réalité, je ne peux en dire que du bien. Le racisme emprunte des voies détournées. Les employeurs qui croyaient accorder une faveur aux Noirs en les préférant aux Blancs affirmaient en fait que le travail domestique, ou plutôt l'esclavage, était un destin de Noirs. Un autre disait de sa cuisinière qu'elle était soigneuse et travailleuse, bonne, fidèle et reconnaissante. Bien sûr, la bonne savante est toujours fidèle, loyale et reconnaissante. La littérature américaine et les médias nous abreuvent des stéréotypes de la servante noire, fidèle et patiente. Les Disley à la Faulkner, les Berenice de Member of the Wedding et les tantes Gemina de la publicité sont devenues des personnages familiers de la culture américaine. Ainsi, la seule femme qui répondit qu'elle préférait les domestiques blancs avoua qu'elle employait des noirs parce qu'elles ressemblent davantage à des serviteurs. La définition tautologique des domestiques noirs est un pilier de l'idéologie raciste. Racisme et sexisme sont liés. Les ouvrières blanches et les femmes de couleur étaient souvent dans la même situation d'oppression. Les gages des domestiques blanches étaient fixés en fonction des critères racistes qui avaient servi à établir les gages des domestiques noirs. Les immigrantes contraintes d'accepter des emplois de maison gagnaient à peine plus que leurs homologues noirs. Leurs salaires se rapprochaient davantage de ceux des femmes noires
que de ceux des immigrants blancs. Si les femmes blanches ne recouraient au travail domestique que par nécessité, les femmes noires y furent astreintes jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 40, il existait encore des marchés, dans les rues de New York et d'autres grandes villes, version moderne des ventes d'esclaves, où les femmes blanches étaient invitées à choisir des domestiques, parmi les femmes noires qui cherchaient du travail. Tous les matins, par tous les temps, des groupes de femmes portant des sacs de papier mâché ou des valises bon marché attendent qu'on les embauche au coin des rues du Bronx et de Brooklyn. Une fois engagées par l'intermédiaire de ce marché aux esclaves, elles s'aperçoivent souvent qu'après une journée de labeur éreintant, elles ont travaillé plus que prévu et gagné moins. Elles ont dû accepter des vêtements en guise de salaire. On les a exploitées au-delà de ce que peut supporter un être humain. Seul le besoin pressant d'argent leur fait accepter jour après jour cet engrenage. Je trouve que cette partie fait un peu injonction à la perfection pour avoir le droit de ne pas être discriminé. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Alex? Moi, cette partie, je la comprends plutôt comme, au final, certes, l'esclavage a été aboli, mais la condition réelle des femmes noires, et des hommes noirs hein, également, ne s'est absolument pas améliorée en fait. Et c'est pas pour rien que même si certaines personnes n'aiment pas ça, ben le salariat, c'est une forme d'esclavage en fait. Et que quand t'es obligé d'accepter des emplois parce que sinon, bah t'as rien à manger, t'as pas de toit, t'as rien, c'est une forme d'esclavage en fait. Comme on le dit, hein, avant tu gagnais pas d'argent quand t'étais esclave, mais t'étais nourri et logé, etc. Bah en fait, le salariat te donne de l'argent, mais t'es pas nourri, t'es pas logé et tout. Et donc au final, l'argent qu'il te donne te sert à ça. Et au final. Et tu dois respecter ses règles. Euh, ouais, tu dois respecter les règles du maître, c'est lui qui décide. S'il veut te renvoyer, il te renvoie. Enfin, au final, pour moi, c'est vraiment le côté. Euh, les conditions matérielles d'existence ne se sont pas améliorées. Il y a une phrase qui m'a un peu choqué, genre, au contraire, c'est bien sur tous ces sujets. Je regarde. Ah, oui, ok. C'était dans la citation de Isabelle Eaton, c'est ça? La citation de Isabelle Eaton, c'est je pense que les gens de couleur sont l'objet de fréquentes calomnies en ce qui concerne l'honnêteté, la propreté et la loyauté. J'ai pu constater qu'ils étaient irréprochables dans tous les domaines et parfaitement honnêtes. En réalité, je ne peux en dire que du bien. C'était cette phrase ou pas? Parce que sinon. Ouais, ouais, voilà. Mais ça, c'est. Oui, non, mais ça, c'était une. C'est la citation d'Isabelle Eaton. Qui, en fait. Alors, c'est très très maladroit la façon dont elle le fait, mais en fait, elle contre. Enfin, elle essaie de contrer d'une certaine façon le. Les préjugés qui existaient, en fait. euh, Parce que les Noirs étaient considérés comme immoraux, sales, malhonnêtes, etc. Donc voilà. Mais par contre, oui, je suis d'accord que c'est très 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 maladroit. Ça me renvoie aux propos validistes, un peu genre oui, les Andis sont merveilleux, alors il faut les inclure. Oui, 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 non, mais là-dessus, je suis totalement d'accord par contre. Oui, oui, totalement. Totalement. Surtout que oui, il y a peut-être des Noirs qui sont des connards, hein, faut être honnête, c'est pas pour autant qu'il faut pas les inclure. Tout comme il y a des personnes Andis qui sont sûrement des connards ou des connasses aussi, en fait. Il faut les inclure quand même, en fait. L'inclusion ne doit pas avoir de conditions, en fait. S'il y a une condition à l'inclusion, alors il n'y a plus d'inclusion. Là-dessus, je suis d'accord. Je suis Andy et chiant. Et ben, on va t'inclure quand même. Voilà, on t'inclut quand même.
New York avait environ 200 marchés aux esclaves, situés pour la plupart dans le Bronx. Presque tous les coins de rue, au-delà de la 167e, étaient des points de rassemblement pour les femmes noires en quête de travail. Un article publié en 1938 par le journal The Nation et intitulé La condition moyenâgeuse de nos ménagères déclare que celles-ci travaillent environ 72 heures par semaine pour les salaires les plus bas. Le travail domestique, qui est le moins intéressant, a été le plus difficile à organiser en syndicat. En 1881, les employés de maison rejoignirent les Knights of Labor, chevaliers du travail. Lorsque ceux-ci levèrent l'interdiction d'adhésion faite aux femmes, beaucoup plus tard, les syndicalistes qui essayèrent d'organiser la profession se heurtèrent aux mêmes obstacles que leurs prédécesseurs. Dora Jones fonda le syndicat des employés de maison de New York dans les années 30. En 1939, 5 ans après la création du syndicat, 350 domestiques sur 100 000 s'y étaient inscrites. Si l'on considère les énormes difficultés d'organisation, ceci n'était pas une mince réussite. L'histoire témoigne du peu d'empressement des femmes blanches, féministes comprises, à reconnaître les luttes des employés de maison. L'entreprise de titan que représentait l'amélioration de leurs conditions de travail les rebutait souvent. Cet oubli bien commode dans le programme passé et présent des féministes de la classe moyenne était souvent une manière déguisée, au moins pour les plus riches, de justifier l'exploitation de leurs propres employés. En 1902, l'auteur d'un article intitulé La journée de 9 heures pour les domestiques rapportait une conversation avec une de ses amies féministes en quête de signature pour une pétition réclamant des chaises pour les employés. Les jeunes femmes, dit-elle, sont debout 10 heures par jour, et leur visage fatigué fait peine à voir. Madame Jones, répondis-je, combien d'heures par jour votre bonne reste-t-elle debout? Eh bien, je ne sais pas, dit-elle surprise. 5 ou 6, je pense. À quelle heure se lève-t-elle? Eh bien, à 6 heures. Et à quelle heure finit-elle le soir? Oh, vers 8 heures en général. Cela fait 14 heures. Elle travaille souvent assise. Quand? En faisant la lessive? Le repassage? Le ménage? Les lits? La cuisine? La vaisselle? Peut-être s'assoit-elle 2 heures en préparant les légumes et en prenant ce repas. Et pendant son heure de loisir, 4 fois par semaine. En définitive, votre bonne est debout au moins 11 heures par jour, sans parler du fait qu'elle monte une vingtaine de fois l'escalier. Il me semble que sa condition est encore pire que celle des vendeuses de magasins. Ma visiteuse se leva, les joues rouges et les yeux brillants. Ma bonne a son dimanche après-midi. Oui, mais la vendeuse a son dimanche entier. Je vous en prie, ne partez pas avant que j'aie signé cette pétition. Je serais ravi que les vendeuses puissent s'asseoir. Cette militante féministe reproduisait l'oppression qu'elle condamnait. Ces contradictions et sa totale insensibilité ne s'expliquent que par le fait que les domestiques étaient généralement considérés comme des êtres inférieurs. Le philosophe Hegel a écrit que la volonté de nier la conscience du domestique était inhérente à la dynamique du rapport maître-esclave, ou maîtresse et servante. L'employée mentionnée dans la conversation était une ouvrière salariée, une femme disposant d'un minimum d'indépendance par rapport à son employeur et à son travail. La servante, par contre, travaillait uniquement pour sa patronne, considérant la domestique comme un simple prolongement d'elle-même. La féministe n'était pas consciente de son rôle d'oppresseuse. Angelina Grimke déclarait dans son appel aux femmes chrétiennes du Sud que les femmes blanches qui ne combattaient pas l'institution esclavagiste portaient une lourde responsabilité dans sa perpétuation inhumaine. De la même façon, le syndicat des employés de maison révéla le rôle joué par les maîtresses de maison bourgeoises dans l'oppression de leurs employés noirs. La maîtresse de maison est considérée comme le pire des patrons de ce pays. Aux États-Unis, les maîtresses de maison emploient 1,5 million de personnes, 72 heures par semaine, et elles les paient sur ce qu'il leur reste lorsqu'elles ont réglé le boucher, l'épicier, etc. La situation économique désespérée des femmes noires, qui faisaient le métier le plus ingrat, n'en tiraient aucun avantage, ne montra aucun signe d'amélioration avant la Seconde Guerre mondiale. À la veille de la guerre, selon le recensement de 1940, 59,5% des femmes noires étaient domestiques et 10,4% exerçaient un autre emploi. Environ 16% travaillaient toujours dans les champs. Une employée noire sur 10
avaient réellement commencé à sortir des griffes de l'esclavage. Même celles qui avaient réussi à entrer dans l'industrie en tiraient peu d'avantages, car elles étaient généralement reléguées dans les emplois les plus mal rétribués. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le travail des femmes fit fonctionner l'économie américaine, plus de 400 000 femmes noires quittèrent leur emploi domestique. Au plus fort de la guerre, leur nombre avait plus que doublé dans l'industrie. Malgré cela, en 1960, un tiers d'entre elles étaient encore domestiques. Dans un essai critique très violent, l'employé de maison, Dubois affirmait que tant que le travail domestique serait une règle pour les Noirs, la fin de l'esclavage ne resterait qu'une abstraction vide de sens. Il insistait. Tant que ceux qui portent la marque odieuse de l'esclavage et du féodalisme seront plus de 10%, la liberté sera interdite aux Noirs. Les mutations survenues au cours de la Seconde Guerre mondiale n'ont apporté qu'une ébauche de progrès. 80 longues années après l'émancipation, la liberté restait un mirage si lointain qu'il fallait écarquiller les yeux pour le distinguer. Et ce chapitre, je l'aime beaucoup parce qu'il montre très 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 clairement que au final, abolir quelque chose, donc par exemple là, l'abolition de l'esclavage, mais si derrière il n'y a rien qui est mis en place, rien qui n'est proposé pour, euh, pour éviter une perpétuation, certes différente, mais réelle, des conditions matérielles d'existence des anciens esclaves, bah en fait, tout se reproduit. Alors ok, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des salariés. Ils ne sont pas forcés. Parce qu'ils signent un contrat, ils sont consentants. Ouais, mais le consentement, il doit être libre. Sont-ils libres de refuser cet emploi? Sont-ils libres réellement? Je ne suis pas sûr. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Est-ce que quand vous êtes pauvre, précaire, vous avez le luxe de refuser un emploi? Quand, si vous refusez un emploi, on vous supprime vos allocations chômage? Quand vous n'allez pas à certaines formations, on vous retire votre RSA? Est-ce que vous êtes libre? Moi, je pense pas. Combien de personnes en France font des métiers juste pour ce qu'on pourrait appeler des métiers, comment dire, alimentaires, des métiers pour l'argent, pour manger, mais ils ne prennent aucun plaisir dans leur métier, ne sont pas heureux ou heureuses, pour une raison simple, c'est parce que le salariat a pris la place de l'esclavage. Le salariat, c'est une forme d'esclavage. Et quand on ne peut pas choisir librement son emploi, ça l'est encore plus. Quand on ne peut pas négocier son contrat, alors on est esclave. Et dites-moi une personne dans des jobs alimentaires qui peut négocier son contrat. Personne. Personne. Il n'y a pas de négociation quand on veut un contrat. La négociation, elle arrive quand on commence à parler des cadres, pas avant. Il y a tellement de choses qu'on fait de force en même temps. J'en fais à mon foyer, j'en connais tellement qui le sont par contrainte. Mais oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce qui est travail domestique, c'est du travail aussi. C'est du travail. Et aujourd'hui, on le fait gratuitement. Aujourd'hui. Et femmes au foyer, bah, beaucoup de personnes le font, oui, par contrainte, honnêtement. Et pareil, le travail le dimanche. Il y a des gens qui défendent le travail le dimanche parce que, soi-disant, les salariés seraient volontaires, machin et tout. Non, c'est faux. C'est faux. Pour une raison simple, c'est que même si vous dites, oui, vous serez payé le double, mais c'est que c'est pas libre. Ils sont pas libres de choisir. Quand t'es précaire, bah si en travaillant 4 heures, tu en es payé 8, je suis la première à aller travailler, hein.
Je suis la première à y aller, hein. Mais c'est pas libre. C'est pas libre parce que du coup, tu influences le choix. Tu influences ce que vont choisir les gens. Et puis bon, on sait aussi qu'il y a des patrons qui vont dire bon, bah, tu viens travailler le dimanche, sinon t'es viré. Donc en fait, non, c'est pas libre. Et moi, je suis aussi pour, hein. Moi, je suis pour que les magasins soient fermés le dimanche. Tous. À un moment, les magasins, c'est pas vital. Il n'y a pas besoin de qu'ils soient ouverts, tout ça. Donc, à un moment, arrêtons en fait de penser que le salariat, c'est mieux que l'esclavage. Ouais, des fois, tu peux négocier. Mais quand tu commences à négocier, c'est que tu as quand même un poste assez important, des compétences assez importantes. Mais dans la réalité, il y a plein de gens, c'est juste, bah, j'ai besoin de manger. Je prends le premier job qu'il y a et je signe un contrat. Et non, tu peux pas négocier parce qu'en fait, il y a 25 autres personnes qui attendent pour ce même poste. Donc négocie, hein, mais tu n'auras pas le job. Donc voilà. C'est ça la réalité en fait. Et ça, c'est une réalité qui est beaucoup trop occultée aujourd'hui. Et on va commencer le 6e chapitre du coup. Du côté des femmes noires, éducation et libération. Des milliers de noirs, les femmes en particulier, étaient convaincues que la fin de l'esclavage était l'avènement du Seigneur. C'était l'accomplissement de la prophétie et de la légende. C'était l'aube de l'âge d'or, après 1000 ans de chaînes. Tout était miraculeux, riche de promesses, parfait. La joie régnait dans le sud. Elle s'élevait comme un parfum, comme une prière. Les hommes tremblaient. Les jeunes filles à la peau sombre et aux cheveux crépus, minces, passionnées, belles, pleuraient en silence. Les jeunes femmes à la peau noire, basanée, blanche ou dorée, levaient les bras au ciel, et les mères vieilles et brisées, aux cheveux noirs ou gris, élevaient leur voix forte à invoquer Dieu à travers les champs, les rochers et les montagnes. Un chant s'éleva, dans une splendeur inconnue de ce côté des mers. C'était un chant nouveau. Sa profonde et plaintive beauté, son rythme et son charme sauvage psalmodiaient, gémissaient, hurlaient au monde un message rarement exprimé par l'homme. Il s'enflait et s'épanouissait comme l'encens, s'inventait et surgissait d'un âge lointain, unissait les anciennes et les nouvelles mélodies dans la trame de ses mots et de ses pensées. Lorsque les Noirs saluaient l'avènement de l'émancipation, ils ne célébraient pas vraiment la liberté dans son principe abstrait. Au moment où le grand sanglot humain éclatait dans le vent et versait ses larmes dans la mer, au cri de liberté, 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 les Noirs ne s'abandonnaient pas à la frénésie religieuse. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Les femmes comme les hommes attendaient la terre, le droit de vote, et ils brûlaient d'apprendre. Comme le jeune esclave Frédéric Douglass, les 4 millions de personnes qui fêtaient l'émancipation avaient presque tous compris depuis longtemps que le savoir ne convient pas à l'enfant destiné à l'esclavage. Et comme le maître de Douglas, les anciens propriétaires d'esclaves en prirent conscience. Si on donne au nègre un pouce, il prend une honne. Le meilleur nègre du monde est gâté par le savoir. Malgré l'interdiction de son maître Hugh, Frédéric Douglass continua d'apprendre en secret. Rapidement, il sut écrire tous les mots de l'abécédaire Webster. La nuit, il s'exerçait à lire la Bible familiale et d'autres livres dans la clandestinité de la nuit. Douglas était un être exceptionnel, un penseur, un écrivain et un brillant orateur. Mais son désir d'apprendre n'avait rien d'exceptionnel. Les Noirs avaient toujours été avides de connaissances. Un grand nombre d'esclaves refusaient de prendre le pli de leur lamentable existence. Interrogée dans les années 30, Jenny Proctor, une ancienne esclave,
se rappelait les séances secrètes d'études du Webster avec ses camarades. Personne n'avait le droit de regarder un livre ou d'essayer d'apprendre. Il disait qu'on serait plus fort qu'eux si on apprenait. Alors on allait prendre le vieux Webster à couverture bleue et on le cachait jusqu'à la nuit. On allumait une torche de sapin et on regardait le livre d'orthographe. On l'étudiait aussi. Je sais lire un peu et aussi écrire quelques mots. Les Noirs apprirent que le cadeau des 40 arpents et de la mule, au moment de l'émancipation, n'était qu'une rumeur malveillante. Il leur fallait se battre pour la terre. Ils devaient se battre pour le pouvoir politique. Après des siècles d'ignorance forcée, ils avaient hâte d'affirmer leurs droits et leur désir de savoir. Comme leurs sœurs et leurs frères du Sud, les Noirs nouvellement émancipés de Memphis se rassemblèrent et décidèrent que la priorité serait accordée à l'éducation. Lors du premier anniversaire de l'émancipation, ils exhortèrent les instituteurs du Nord à se hâter, d'apporter leurs tentes, de les installer dans les champs, au bord de la route ou dans le fort, et de ne pas attendre la construction de beaux bâtiments en cette période de guerre. Le racisme puise son pouvoir de mystification dans l'irrationalisme et l'incohérence. L'idéologie dominante prétend que l'homme noir est incapable de progrès intellectuel, car il a toujours été du bétail, par nature inférieur aux blancs, modèle de l'humanité. Pourtant, si cette faiblesse biologique avait été réelle, il n'aurait manifesté aucune prétention, aucune aptitude au savoir, si bien qu'il n'y aurait eu aucune raison de le lui interdire. En réalité, le peuple noir a toujours manifesté sa soif d'apprendre. Ce désir existe depuis toujours. Dès 1787, les Noirs envoyèrent à l'administration du Massachusetts une pétition réclamant l'accès aux écoles libres de Boston. À la suite du rejet de cette pétition, Prince Hall, qui en était l'instigateur, installa une école chez lui. C'est une ancienne esclave, née en Afrique, qui personnifie sans doute cette revendication à s'instruire de la manière la plus étonnante. En 1773, Lucy Terry Prince demande une audience à l'administration du nouveau collège Williams, dans le Vermont, qui n'était ouvert qu'aux garçons, et avait refusé l'inscription de son fils. Malheureusement, les préjugés raciaux étaient si puissants qu'en dépit de son éloquence et de son intelligence, Lucy Terry Prince ne put convaincre le directeur. Elle s'acharna cependant à défendre le désir de son peuple et son droit à l'éducation. 2 ans plus tard, Lucy Terry Prince réussit à faire valoir ses droits sur une terre devant la plus haute cour du pays. Les textes la désignent comme la seule interlocutrice de la Cour suprême aux États-Unis. L'inclusion, ça attendra. Andy chiant pas. Merci les transports en commun qui fonctionnent pas. C'est quand le stream fabrique ce transport. Il y en aura un, il y en aura forcément un. Et d'ailleurs, pour la fabrique libertaire, vendredi, je vais vous tenir au courant, mais ça sera peut-être reporté. Voilà, pour des questions d'organisation. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour avoir les infos. En 1793, après avoir racheté sa liberté, une autre femme créa à New York une institution, baptisée École des pauvres de Cathy Ferguson. Recrutés dans les hospices, ses élèves étaient 28 enfants noirs et 2 enfants blancs, probablement garçons et filles. 40 ans plus tard, une jeune institutrice blanche, Prudence Grandal, lutta sans relâche pour permettre aux enfants noirs de fréquenter son école de Canterbury dans le Connecticut. Elle continua ses cours jusqu'au jour où on la jeta en prison pour avoir refusé de fermer l'école. Une autre institutrice blanche, Margaret Douglas, fut, elle aussi, emprisonnée à Norfolk en Virginie pour avoir ouvert une école aux enfants noirs. On va parler brûler des Tesla. Oh, ça, c'est tout le temps qu'on peut en parler ici. Hein. Ces remarquables exemples de solidarité entre les femmes blanches et noires
sont liées à la lutte historique du peuple noir pour l'éducation. Comme Prudence Grandal et Margaret Douglas, Myrtia Miner risqua littéralement sa vie en cherchant à former des jeunes femmes noires. En 1851, lorsqu'elle décida de créer un collège d'institutrices noires à Washington, D.C., elle avait déjà enseigné à des enfants noirs du Mississippi, État qui interdisait leur éducation. Après la mort de Myrtia Miner, Frederick Douglass raconta combien il avait été sceptique lorsqu'elle lui avait annoncé ses projets. Lors de leur première rencontre, il avait commencé par se demander si elle parlait sérieusement. Puis, s'était rendu compte que ses yeux brillaient d'enthousiasme et qu'il y avait dans son cœur la flamme du martyr. Je ressentis à la fois une impression de joie et de tristesse. Voici, pensai-je, une nouvelle entreprise folle, dangereuse, désespérée, impossible, qui se soldera par l'échec et la souffrance. Pourtant, je fus rempli d'admiration pour le projet héroïque de ma délicate et fragile interlocutrice, qui ne cessait de faire les 100 pas devant moi. Très vite, Douglas comprit qu'aucun avertissement, ni même le récit des attaques dont Prudence Grandal et Margaret Douglas avaient été victimes, ne pourrait ébranler sa volonté de fonder un collège pour institutrices noires. Pour moi, la témérité de son projet tenait de la folie. J'imaginais cette petite femme frêle, pourchassée par les autorités, insultée dans la rue, victime de la malveillance raciste et peut-être même frappée par des émeutiers. Frédéric Douglass prophétisa qu'il y aurait peu de blancs, en dehors des militants de la lutte contre l'esclavage, pour sympathiser avec Myrtia Miner et pour la soutenir contre la foule. À cette époque, ajouta-t-il, la solidarité avec le peuple noir se relâchait. De plus, le district de Columbia était la citadelle de l'esclavage, l'endroit le mieux gardé par le pouvoir esclavagiste. Les prises de position humanitaires y étaient rapidement décelées et sévèrement contrecarrées. Rétrospectivement, Douglas avoua certes qu'il n'avait pas réellement compris le courage de cette femme blanche. Malgré l'ampleur des risques encourus, Myrtia Miner ouvrit son école à l'automne 1851. Et en quelques mois, le nombre de ses étudiants passa de 6 à 40. Pendant 8 ans, elle consacra toute sa passion à l'enseignement de ses élèves noirs, tout en collectant des fonds et en demandant aux députés de soutenir ses efforts. Elle servit même de mère à des orphelines qu'elle prit chez elle et qui purent ainsi fréquenter l'école. Myrtia Miner luttait pour enseigner et ses élèves luttaient pour apprendre. Elles se battaient ensemble contre les expulsions, les incendies criminels et autres méfaits accomplis par une foule raciste. Elles avaient le soutien des familles, des élèves et des abolitionnistes, comme Harriet Beecher Stowe. Cette dernière fit don d'une partie de ses bénéfices sur la vente de la casse de l'oncle sur la vente de la casse de l'oncle Tom. Pour être fragile, comme Frédéric Douglass l'avait remarqué, Myrtia Miner n'en était pas moins brillante, et elle savait toujours démonter les rouages du racisme en temps utile. Pourtant, elle fut réveillée un matin par une odeur de fumée. De grandes flammes dévorèrent rapidement le bâtiment. Son école fut détruite, mais son espoir resta intact. Finalement, le collège d'institutrices de Myrtia Miner fut rattaché à l'enseignement public du district de Columbia. Frédéric Douglass avoua en 1883. Lequel nom? Myrtia Miner ou Harriet Beecher Stowe? Oui. Donc j'imagine la première, donc Myrtia. Voilà, Myrtia Miner, hein, donc comme ça. Frédéric Douglass, donc, avoue en 1883. Je ne passe jamais devant l'école normale fondée par Myrtia Miner pour les jeunes filles de couleur, sans me reprocher d'avoir risqué d'ébranler par mes paroles la foi et le courage de la noble femme qui lui avait donné son nom. La solidarité entre femmes noires et femmes blanches était vraiment possible, et l'exemple de cette femme remarquable, de ses amies et de ses étudiantes lui donnait des bases assez solides pour ébranler le monde.
Myrtilla mineure, entretenait la flamme que lui avaient léguée les sœurs Grimké. Prudence Grandal et bien d'autres. En prenant de tels risques pour défendre leur sort noir, toutes ces femmes blanches ne s'étaient pas fortuitement engagées dans la lutte pour l'éducation. Elles comprenaient qu'il leur était urgent et nécessaire d'acquérir le savoir, la lampe qui guiderait leur peuple sur la voie de la liberté. Tous les Noirs qui reçurent une instruction intégrèrent leur savoir à la lutte de libération de leur peuple. À la fin de la première année d'enseignement à Cincinnati, on demanda aux élèves noirs quelles étaient leurs préoccupations principales. Ils répondirent. Premier élève, 7 ans. Nous allons être sages, et quand je serai grand, les pauvres esclaves seront délivrés. Et je suis triste d'apprendre que le bateau de Tisquillois a coulé avec 200 pauvres esclaves. Mon cœur est si lourd que je vais m'évanouir. Deuxième élève, 12 ans. Nous étudions pour briser le joug de l'esclavage, rompre les chaînes et détruire pour toujours le système esclavagiste. Replay. Troisième élève, 11 ans. Béni sur la cause de l'abolition. Ma mère, mon beau-père, ma sœur et moi, nous sommes tous nés esclaves. Le Seigneur a libéré les opprimés. J'attends l'heureux jour où toutes les nations connaîtront le Seigneur. Nous lui rendons grâce de ses bienfaits. Quatrième élève, 10 ans. Je tiens à dire que mes 2 cousins esclaves ont droit à la liberté. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on refuse de les laisser partir. Les maîtres disent qu'ils vont les vendre près de la rivière. Que feriez-vous à la place de mes cousins ? La dernière réponse est celle d'un élève de 16 ans, inscrit à la nouvelle école de Cincinnati. Voici un exemple extraordinaire de l'enseignement que les élèves pouvaient tirer d'événements de l'histoire mondiale qui leur semblaient aussi proches que leur désir de réalité. Cinquième élève. Regardons le passé et voyons comment vivaient les Bretons, les Saxons, les Allemands. Ils n'avaient aucune instruction, ils ne savaient même pas lire. Pourtant, certains d'entre eux doivent être nos modèles. Regardez le roi Alfred. Quel grand homme! Il ne connaissait pas l'alphabet, mais avant sa mort, il commandait des armées et des nations. Il ne perdait jamais courage, fixait ses buts et étudiait les sujets les plus difficiles. Je pense que si les gens de couleur s'instruisaient comme lui, ils auraient vite fait de se débarrasser de ce terrible esclavage. Je ne comprends pas comment les Américains peuvent appeler terre de la liberté un pays rongé par ce mal. Cet enfant de 16 ans avait résumé toute la foi du peuple noir dans les bienfaits de l'éducation. Ouais, les Bretons qui essaient de nous faire croire que le Queen Amman est comestible. Alors, Queen Amman, ça s'écrit pas comme ça, hein. Attention. Queen Amman, c'est... Voilà, c'est comme ça. Ah non, j'ai fait une faute. Voilà, comme ça. Mais donc, Queen Amman... Queen Amman, ça s'écrit... Mais ouais, les Bretons. Alors, je vais vous dire un truc, ça risque d'être choquant, attention, mais oui, le Queen Amman est comestible. Voilà. Si vous n'avez pas de diabète, si vous n'avez pas de maladie cardiovasculaire, si vous n'avez pas de cholestérol, la liste est longue. Moi, on m'a dit, il y a du beurre et du sucre, je mange. Bah, techniquement, c'est ça, hein. Techniquement, c'est de la farine, du beurre et du sucre, hein. Il est comestible, en effet. C'est bon pour la peau. Oh là 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 là. Les Bretons et Bretonnes qui sont sur le chat, je vous défends. Je ne suis pas responsable de ce que disent les personnes actuellement, hein. Voilà. La gastronomie bretonne est très très bonne. Voilà, donc restez. N'entrez pas en guerre. N'entrez pas en guerre contre la France. Ou sinon, c'est pour l'indépendance, voilà. Et ils ont des chapeaux. Ah, mais moi, s'il y a des Bretons, ils peuvent me défoncer, je suis prêt. Oh non, non, mais par contre, Alex, non, non, Alex.
Mais oui, la tenue traditionnelle bretonne, il y a des chaperons pour les hommes. Et il y a la coiffe bigouden pour les femmes. De quelle manière? Ouais, c'est la question que je me suis posée, mais dans ma tête. Alors, cette soif d'apprendre était aussi vive chez les esclaves du Sud que chez leurs sœurs et leurs frères libres du Nord. Inutile de dire que les interdits étaient bien plus sévères dans les États du Sud. Après la révolte de Nat Turner en 1831, la législation qui interdisait l'éducation des esclaves se renforça partout dans le Sud. Au terme du code de l'esclavage américain, l'alphabétisation éveille chez les esclaves une tendance à l'insatisfaction. Elle les incite à l'insurrection et à la rébellion. À l'exception du Maryland et du Kentucky, tous les États du Sud proscrivaient formellement l'instruction des esclaves. Partout, les maîtres utilisaient le fouet et le poteau pour décourager leur irrépressible volonté d'apprendre. Le peuple noir attendait l'instruction. Moi, je me mens là, je vais faire devenir la Californie anarchiste sur Earth of Iron. Bientôt, ils vont nous faire croire que le Mont Saint-Michel est en Bretagne. Alors, techniquement, le Mont Saint-Michel a été construit par des Bretons. Néanmoins, très vite, ça a été sous joug normand. Mais voilà, ça a été construit par des Bretons à la base. Mais on va dire que c'est quand même plus normand que breton, quand même. Et bonne chance pour faire devenir la Californie anarchiste, hein. Sa lutte pathétique pour le savoir se manifestait en toutes circonstances. Frederica Bremer rencontra une jeune femme qui essayait désespérément de lire la Bible. Ce livre, s'écria-t-elle, j'en feuillette sans cesse les pages, et je voudrais comprendre son contenu. J'essaie constamment. Je serais si heureuse de lire, mais je ne peux pas. Susie King Taylor était infirmière et institutrice dans le premier régiment noir qui ait participé à la guerre de sécession. Elle décrit sa soif d'instruction permanente dans son autobiographie. Des enfants blancs, des adultes sympathisants et sa grand-mère l'aidaient dans son apprentissage de la lecture et de l'écriture. Comme l'aïeul de Suzy King, de nombreux esclaves encouraient de grands risques en transmettant les connaissances acquises en secret à leurs sœurs et à leurs filles. Même si elles devaient réunir leurs élèves la nuit, les femmes un peu instruites essayaient d'éduquer leur peuple. C'étaient là les prémices, au nord comme au sud, de ce phénomène engendré par l'émancipation. Dubois le qualifia de frénésie d'éducation. Un autre historien le décrit en ces termes. Avec une passion nourrie par des siècles d'interdits, les anciens esclaves vénéraient le mot écrit. On voyait, la nuit, des hommes et des femmes au seuil de la mort, qui se penchaient sur les écritures en s'éclairant d'une torche et déchiffraient péniblement les paroles sacrées. Un autre encore signale. Pendant la période de la Reconstruction, beaucoup d'enseignants rencontraient chez les enfants noirs du Sud un désir d'apprendre plus vif que celui des enfants blancs du Nord. Environ 50% des enseignants qui s'engagèrent volontairement dans la campagne d'éducation lancée par le Bureau des affranchis étaient des femmes. Des femmes blanches du Nord partirent pour le Sud pendant la période de reconstruction pour seconder leurs collègues noirs et combattre l'analphabétisme. Chez les anciens esclaves, la tâche était gigantesque, car son taux s'élevait à 95% d'après Dubois. Les chroniques de l'époque de la Reconstruction et les comptes rendus historiques sur le mouvement pour les droits des femmes ont accordé peu d'intérêt aux expériences des femmes noires et blanches qui ont lutté pour l'éducation. Si l'on en croit les articles parus dans le Freedman's Record, il ne fait aucun doute que ces enseignants s'influençaient mutuellement et tenaient compte de l'avis de leurs élèves. Les instituteurs blancs mentionnent constamment, chez les anciens esclaves, une inébranlable volonté d'apprendre. Un enseignant qui travaillait à Raleigh en Caroline du Nord déclare « Je suis toujours surpris de voir que beaucoup de gens consentent d'énormes souffrances pour envoyer leurs enfants à l'école. On n'hésitait pas à sacrifier le confort matériel pour accéder à l'instruction. Dans presque toutes les cases, on trouve une pile de livres, qui contraste avec la pauvreté du mobilier, un lit, une table et 2 ou 3 chaises branlantes. Les institutrices noires et blanches semblent avoir développé un grand respect mutuel.
une femme blanche qui travaillait en Virginie, fut très impressionnée par le travail d'une institutrice noire, affranchie depuis peu. Qu'une femme de couleur, esclave jusqu'à la fin de la guerre, réussisse dans un domaine si nouveau pour elle, semble tenir du miracle. Dans ses comptes rendus, cette femme noire exprimait sans servilité sa sincère gratitude pour le travail de ses amis du Nord. À l'époque de la trahison de Hayes et de la reconstruction progressiste, les réalisations dans le domaine de l'éducation témoignaient du progrès accompli pendant cette période potentiellement révolutionnaire. L'université de Fisk, l'Institut Hampton et plusieurs autres collèges et universités noires furent créés dans le sud de l'après-guerre. 247 333 élèves fréquentaient 4 329 écoles où fut instauré le premier système d'enseignement public pour les enfants blancs et les enfants noirs. Après la reconstruction, les lois de Jim Crow sur l'éducation réduisirent considérablement les chances des Noirs. Cependant, l'impact de cette expérience ne put être entièrement effacé. L'espoir d'acquérir une terre s'était momentanément effondré, et l'heureuse perspective d'une égalité politique s'évanouissait. Mais on pouvait aussi facilement étouffer la soif d'instruction. Désormais, le combat pour la terre et pour le pouvoir politique se poursuivait inexorablement. Sans les écoles et les universités, les Noirs auraient été à nouveau réduits en esclavage. La reconstruction avait été organisée par les Noirs cultivés du Nord, les hommes politiques blancs, les capitalistes et les instituteurs philanthropes. La contre-révolution de 1876 les chassa presque tous, à l'exception des instituteurs. Mais déjà, grâce à la création d'écoles publiques, de facultés privées et à la mise en place de l'Église noire, les Noirs avaient acquis des connaissances et une habileté suffisantes pour déjouer les desseins des nouveaux maîtres esclaves. Aidées de leurs sœurs blanches, les femmes noires jouèrent un rôle essentiel dans l'édification de ce nouveau bastion. Aux États-Unis, l'histoire de leur lutte commune pour le droit à l'éducation atteignit son apogée lorsque les femmes blanches et les femmes noires menèrent la bataille pour l'alphabétisation dans le sud de l'après-guerre. Leur unité et leur solidarité ont porté l'une des plus belles promesses de notre histoire. Voilà. Moi, je dirais que l'une des choses qu'on peut en tirer comme leçon, c'est l'éducation, sous toutes ses formes. C'est important. Voilà. Il faut apprendre, il faut s'éduquer, c'est avoir cette curiosité. Qu'importe le sujet, on n'est pas obligé de faire sur tous les sujets. Mais avoir cette curiosité, cette envie d'apprendre. Mais c'est un côté un peu révolutionnaire au fond. Donc pour moi, voilà. Et c'est pour ça que l'éducation populaire, pour moi, c'est vraiment cool. Pour ça, c'est que c'est vraiment quelque chose qui, au final, en fait, amène à se questionner sur des sujets, sur pas mal de choses.